Chamengo. Moi, c'est Clément Houlier, j'ai 33 ans, je suis ingénieur de formation. J'ai fait 6 ans chez L'Oréal en début de carrière où j'ai touché à plein d'autres choses que de l'ingénierie d'ailleurs, du commerce, du market. Et puis ensuite, je suis entré dans une PME industrielle pour accompagner toute la stratégie d'innovation. Donc j'avais besoin de voir autre chose, de sortir des grands groupes et de m'impliquer un peu plus de manière un peu entrepreneuriale aussi dans cette approche-là. Et du coup, on a monté un startup studio dans cette entreprise. Et puis, c'est d'ailleurs de là qu'est né le projet Aum. Et puis, au fur et à mesure, j'ai quitté ce groupe-là pour m'intégrer directement dans Aum et puis y être aujourd'hui à 100%. Donc finalement, c'était pas ce qui était prévu à la base de mon plan de carrière forcément, mais le projet a grandi, c'était ultra inspirant aussi de voir aussi les équipes grandir avec nous et donc forcément il a fallu faire un choix à un moment donné, mais non, trop content de continuer de driver ce projet-là, de le voir grandir tous les jours et de se dire que là ça reste que finalement le début, même si ça fait 3 ans que Aum a été créé officiellement, de se dire qu'il y a encore tellement de choses à faire sur le nettoyage, sur la réutilisation et qu'aujourd'hui on a développé un produit mais qu'on a envie d'en développer 10, 15, 20 et qu'il reste beaucoup de travail, mais c'est ce qui nous fait nous lever le matin, quoi. Voilà. C'était quoi à l'origine ton plan de carrière? Bah, je sais pas, mais même si je suis finalement, je pense, entrepreneur dans l'âme, c'était cette notion de prise de risque, etc., qui est pas simple quand on grandit. Et puis, je n'avais pas spécialement de plan de carrière, mais je m'imaginais pas forcément monter une boîte et la faire grandir si longtemps parce que c'est long, quoi. C'est long et au début quand on part à l'aventure comme ça, on se dit que ça va durer 2, 3, 4 ans et puis qu'ensuite tout va rouler et en fait tu te rends compte que il faut 10 ans, quoi, minimum, peut-être même plus, quoi, avant que tout se passe réellement comme on le souhaite et comme on l'avait imaginé à la base, peut-être. On reprend juste sur effectivement l'entreprise que tu as rejointe qui faisait du nettoyage un peu industriel. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors c'est une entreprise qui faisait beaucoup de choses à l'époque, qui en fait un peu moins parce qu'ils se sont recentrés sur leur cœur de métier qui était le négoce technique. Mais il y avait en effet une des filiales du groupe qui faisait du nettoyage vapeur. Avec un modèle, j'achète des machines vapeur en Italie, je les revends en France, à vocation du marché des voitures, notamment le nettoyage des voitures intérieures et extérieures, et aussi de tout ce qui est nettoyage industriel, donc les convoyeurs agroalimentaires, etc. Donc c'était un modèle pas tellement d'innovation, c'est-à-dire que je prenais des produits existants, je les revendais, mais par contre, ils géraient la maintenance de ces produits-là et énormément de frustration sur le fait de justement pas avoir la main sur la technologie pure, ce qui nous a quand même, je pense, bien alimenté au démarrage du projet pour se dire, si on développe un produit, on veut absolument avoir la main sur la R&D, mais aussi sur la conception du produit pour maîtriser toute la chaîne de valeur et de se dire, quand on arrive chez nos clients et qu'on a des problématiques, on peut directement, nous, en interne, avoir les bons leviers en fait, pour améliorer constamment notre machine. Donc ça, c'est un élément qui est intéressant à avoir quand on a développé la boîte aussi, dans l'état d'esprit qu'on a voulu donner. Et ensuite, l'autre point qui était intéressant en travaillant sur ce domaine-là du nettoyage industriel, c'est de se rendre compte que la vapeur avait des qualités extraordinaires et qu'elle était sous-exploitée par rapport aux enjeux de la société telle qu'on la voit aujourd'hui, c'est-à-dire où il y a, via la loi AGEC, énormément de choses qui bougent sur le plastique à usage unique, sur la réutilisation, et que qui dit réutilisation dit nettoyage. Et aujourd'hui, le nettoyage industriel tel que on le conçoit et tel qu'il
tel qu'il s'offre à nous, demande beaucoup d'eau en termes de consommation, beaucoup d'énergie, parce que les technologies de nettoyage, elles, n'ont que très peu évolué depuis des années. Et nous, dans cette démarche-là, on s'est dit, si on parle de réutilisation demain, il faut absolument donc, utiliser des nouvelles technologies et notamment utiliser au maximum de la vapeur d'eau parce qu'elle va permettre de réduire drastiquement la consommation d'eau liée au nettoyage. Et donc ça, on est convaincu depuis le début que qui dit réutilisation dit nettoyage, mais dit aussi nettoyage le plus efficient possible si on veut vraiment faire de la réutilisation quelque chose d'universel, quoi. Ou sinon, on va dire, ok, on fait de la réutilisation, mais au final, l'impact écologique de la réutilisation, il marche pas, quoi. Il est le même que le jetable et ça n'a pas de sens. Donc c'est là où nous on se bat pour continuer de développer ces technos-là et les développer de la bonne manière pour réussir à avoir vraiment en termes d'impact carbone quelque chose de cohérent pour faire grossir la réutilisation. Et alors à quel moment dans cette entreprise qui s'appelle comment et qu'est-ce qu'elle existe toujours? Ouais. Cette entreprise, elle s'appelle Supratech, elle existe toujours. Après, comme je disais, il y avait beaucoup de métiers. Travail dans l'aéronautique, dans des cols techniques, dans des étiquettes pour l'industrie, dans les machines spécifiques pour l'automobile, etc. Donc c'était vraiment une PME industrielle un peu à l'ancienne où ils ont adressé plein de marchés différents par opportunisme, etc. Et qui aujourd'hui s'est recentré sur ces métiers-là, de par aussi la crise, le Covid. Et donc, on a souhaité à ce moment-là, d'ailleurs, sortir la partie nettoyage industriel, nettoyage vapeur du groupe, et finalement oméner un peu de tout ça, et même si ce n'était pas forcément lié qu'au nettoyage industriel, puisqu'on ne fait pas du tout le nettoyage industriel, on est un produit presque B2C dans l'approche. Mais cette entreprise-là, c'est aussi l'eau des PME de continuer à se transformer. Et c'est difficile d'ailleurs, et c'est le constat qu'on a pu faire nous, c'est difficile de changer de modèle, changer le modèle de ce type d'entreprise-là. Et c'est difficile de faire de l'innovation dans ces entreprises-là qui ont finalement pas l'habitude de faire l'innovation, puisque c'était un modèle d'achat-revente où tu as une marge frontale qui arrive et qui est sympa au moment où tu vends, alors que là il faut faire de l'investissement pendant 2-3 ans, ce qui a été le cas chez Home, où nous on a eu besoin d'1,6 million pour développer le produit, et ça a duré 3 ans avec aucune garantie d'avoir un marché. Alors il y a plein de méthodes pour quand même, au bout de 1 ou 2 ans, et c'est ce qu'on a fait, aller voir des clients, faire du bêta testing. Il y a plein de choses qui permettent quand même de valider une approche marché, mais forcément il faut sortir quand même le chéquier pour avancer, et sans avoir la garantie d'avoir un modèle financier qui explose par la suite. Et ça, c'était compliqué en fait à faire switcher toute la direction sur ce type de modèle-là. Et c'est pour ça aussi qu'on a externalisé dans un nouveau cadre, et qui est celui de Home, quoi. Alors pareil, on va juste approfondir un petit peu. Donc tu travaillais pour Supratech, et à un moment donné, j'aimerais que tu me racontes ton aha moment, comme disent les anglo-saxons, qui t'a, alors tu dis on, est-ce que c'est toi avec d'autres, où vous avez eu envie de dire, mais il y a peut-être une idée géniale qui n'a absolument pas été exploitée. Comment elle est venue cette idée, et pourquoi vous êtes parti sur effectivement un usage qui n'était pas celui de l'entreprise, et de nettoyer d'abord de la vaisselle. Ouais, alors moi j'avoue que ce moment-là, ce moment créateur, il est venu, donc on est 4 cofondateurs, il y a Thomas, Mathieu et Maxime avec moi. Ça vient beaucoup de Thomas et Mathieu qui ont beaucoup travaillé dans la vapeur, qui ont des idées à revendre et qui voulaient absolument travailler autour de la vapeur. Et donc moi je me suis intégré à ces idées-là pour structurer la démarche aussi, la vision, et on est parti de la techno quelque part en se disant il faut qu'on fasse du nettoyage et qu'on utilise de la vapeur. Par contre, on peut nettoyer plein de choses, quoi. On peut nettoyer des verres. Alors, une des premières approches, c'était celle-là, qui était de dire, nous, au travail,
on a plein de mugs qu'on n'a pas du tout envie de nettoyer. Ça serait incroyable de créer une machine qui nettoie à la vapeur en 10 secondes. Comme ça, les gens sont autonomes. Mais on avait aussi envie de nettoyer des panneaux solaires pour améliorer le rendement des panneaux solaires. On avait envie de nettoyer des voitures pour les rendre autonomes et partagées et du coup réduire l'impact global du parc de véhicules. On avait envie de faire plein de choses pour à chaque fois rendre le modèle du partage et de la réutilisation viable. Voilà. Donc ça, c'était l'idée qu'on avait de base. Et on s'est dit, ok, il faut qu'on développe un premier produit pour aussi finalement créer la boîte et la rendre concrète. Et on s'est dit, le produit le plus simple, ça va être une machine pour nettoyer des verres ou des mugs ou enfin des tasses. Parce qu'on s'est dit, c'est simple quoi, à faire. Et au final, c'était pas simple. Mais ouais, c'était la base en fait, de ça, c'est de dire, commençons par un premier produit qui est parlant pour tout le monde et qu'on va pouvoir développer rapidement. Rapidement, c'était 3 ans, quoi. Voilà, en gros. C'était pas si rapide, je pense. On s'attendait à le faire en 2 fois moins de temps, même si quand on échange avec ce qui se fait, on a d'une part été, je pense, très bon en termes de management du cash et développer ce type de produit, l'industrialiser avec un montant de 1,5 million, 1,6 million, c'est une belle prouesse. Et finalement, 3 ans, c'est une très bonne moyenne pour développer un produit hardware, quoi. Alors, quand vous avez eu cette idée à 4, ouais. Vous étiez excités comme des puces, je suppose. Quand vous l'avez partagé à votre direction, à vos proches, comment les gens ont réagi? Ça dépend énormément, mais je pense que le fait qu'on connaisse déjà un peu le sujet, qu'on ne parte pas dans un tout nouveau domaine, je pense que ça a rassuré d'une part la direction qui a fait confiance et qui nous a dit de bien structurer la démarche, mais voilà, la prise de risque au final pour le groupe était assez minime puisqu'on a sorti finalement cette idée-là du groupe via une structure indépendante. Et puis ensuite, non, je pense que les gens étaient quand même ultra encourageants dans la démarche. J'ai pas eu de gens qui ont dit mais dans quoi tu t'embarques ou quoi que ce soit. Donc je sais pas si c'est lié au fait qu'on était 4, on avait quand même pas mal d'expérience auparavant de par moi, mon parcours, mais aussi le parcours de Thomas, de Maxime, de Mathieu, qui font que on a été, je pense, très vite dans l'action et très vite on a réussi à avancer et du coup à fédérer autour de nous, à recruter des personnes. Et je pense que c'est le cœur de l'entrepreneuriat d'ailleurs, c'est continuellement convaincre des gens de dire que c'est possible de le faire, que ce soit des banquiers au début, puis des investisseurs, puis des gens de rejoindre le projet, puis des clients de précommander la machine alors qu'ils n'ont rien vu. Enfin voilà. Donc, en fait, notre métier c'est de convaincre et pour ça je pense qu'il faut aussi avoir une bonne vision, mais aussi il faut incarner ce qu'on dit et du coup je pense être déterminé et y croire tout au long de l'aventure, quoi. Donc ça veut dire que très rapidement vous avez conçu l'idée de dire on va créer une structure en fait, vous vous êtes émancipé très rapidement. Ouais, dès le début. Et ils l'ont pas mal pris en disant mais il y a peut-être un super truc et ça nous échappe. Non, parce que en fait au début c'était dans la stratégie de créer des structures externes à la boîte, de les développer et de réduire le risque quelque part. C'est-à-dire c'est pas l'entreprise qui va mettre l'argent pour le développement, c'est cette structure-là qui est indépendante qui va elle aller chercher l'argent avec par contre Supratech avait une partie du capital mais qui était assez faible, qui était de l'ordre de 15%. Pour quand même accompagner la croissance et créer des synergies à l'intérieur du groupe. Donc c'était assez gagnant-gagnant pour le coup. Comment ça a démarré au niveau technique? Tu as dit que tu croyais que ça allait être simple techniquement et ça n'a pas été tant que ça. Ouais. En fait, dans tout développement de produit, il y a, et encore plus quand on parle de fluide, qui est quelque chose d'un peu nébuleux, il y a
énormément finalement d'itérations dans le développement. Et c'est ce qu'on n'avait peut-être pas prévu, mais on a fait trois itérations de proto. Avant, on a eu, je pense, une dizaine de proof of concept avant de commencer à industrialiser. Il faut se dire qu'entre chaque prototype, c'est au moins 6 mois au début, puis 3-4 mois sur les derniers prototypes. Qui a toute la supply chain aussi à structurer. Et puis sur la partie technique, voilà, il faut, nous, notre mission, c'est quand même de nettoyer, de désinfecter. Donc on va loin dans l'expertise du nettoyage. On en avait une, mais pas exactement sur ce type de contenant, sur cette forme-là. Donc il a fallu faire plein d'essais et ouais, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'ajustements aussi, pour arriver à un produit qui est fini, qu'on peut vendre, quoi. Sachant qu'on a, nous, 2 sujets depuis le début, qui est une innovation technologique, où on a déposé 3 brevets sur les technos qu'on utilise. Et derrière, c'est aussi une innovation d'usage, puisqu'aujourd'hui, en entreprise, on ne connaît pas ce type de produit. Et il y avait soit les lave-vaisselle, soit on allait nettoyer aux toilettes. Et on s'est dit, est-ce que les gens vont comprendre à quoi sert la machine, comment l'utiliser? Et donc, on a aussi passé beaucoup de temps avec nos clients sur comment embarquer les utilisateurs et comment les embarquer dans ce nouvel usage, quoi. Très intéressant. Alors le premier prototype, il ressemblait à quoi et est-ce qu'il fonctionnait? Ou c'était quand même, franchement, avec du recul, très embryonnaire? Bah non, de toute manière, au tout début même, on a fait des maquettes juste pour imager le produit, pour rendre, je disais, important de rendre les choses concrètes, donc pour que les gens visualisent un produit, même si au final c'était impossible de le produire ou de le lancer puisqu'il était beaucoup trop petit, il était impossible de mettre tous les éléments à l'intérieur, mais en tout cas il était important de le faire. Et puis les premiers, je me souviens que les premiers protos qu'on a pu faire, on nettoyait que l'intérieur du verre, on nettoyait pas l'extérieur non plus, on n'encapsulait pas du tout notre verre. Donc on montrait juste qu'en mettant du café et en envoyant de la vapeur à l'intérieur, on arrivait à nettoyer l'intérieur du verre. Donc ça, c'était les premiers prototypes. Aujourd'hui, ça serait impossible d'aller chez un client avec ça, mais on a commencé par là et on a vu que ça marchait. Et ça nous a permis... En fait, il faut vraiment avancer marche par marche et se dire qu'il y a beaucoup de marches, mais que chaque étape est importante quand même et qu'il ne faut pas la zapper. Alors, tu as dit quand même qu'entre le moment où vous avez eu l'idée et aujourd'hui où vous pouvez vendre des machines, il s'est écoulé 10 ans alors que tu pensais qu'il allait en avoir que 3. Non, plutôt, non, il s'est écoulé 3 ans, mais par contre, avant d'arriver à, je pense, la vision de la boîte qu'on avait au démarrage et de la vitesse qu'on aurait, ouais, je pense qu'il va falloir 10 ans par rapport à ce qu'on avait prévu. Mais par contre, là, ça fait 3 ans que la boîte est créée et je sais pas combien de temps, j'imagine, enfin, je sais pas au bout de combien de temps en fait on aura réellement en fait le résultat que j'avais imaginé depuis le début, quoi. Mais sans doute 10, peut-être 15, peut-être 20, je sais pas. Toute une carrière. Peut-être. Les réactions quand vous avez proposé ces premiers prototypes à vos clients, quelles ont été leurs réactions? Je pense que depuis le début, chez nos clients, tout le monde a été conquis par l'idée, par ce qu'on leur vendait. Par contre, on sent qu'il y a quand même une réticence globale sur un produit hardware, produit en France. Je pense que la question qu'ils avaient tous, c'est est-ce qu'ils vont être capables de réussir à sortir un produit qui fonctionne et quand est-ce qu'ils vont pouvoir nous l'installer. C'était souvent là-dessus où c'était compliqué, nous, avec les clients, de les faire passer à l'acte. Et depuis qu'on a sorti les machines, forcément, en termes de business, c'est quand même beaucoup plus simple que de vendre sur une maquette parce qu'ils ont aussi tous été confrontés à ça, où ils ont fait confiance à des gens à des moments donnés et finalement, ils n'ont jamais vu la couleur du produit.
parce que les gens ont eu des problèmes d'industrialisation et donc ils n'ont jamais sorti des produits ou ça leur coûtait beaucoup trop cher à produire au final et du coup le modèle n'était pas du tout viable donc ils n'ont jamais livré les machines. Enfin voilà, c'est arrivé quand même beaucoup de fois et on a dû se confronter aussi finalement à l'expérience passée de nos clients qui étaient souvent pas très très bonnes. Donc il a fallu les convaincre clairement de prendre pas beaucoup de machines, c'est-à-dire que nos premiers clients ont pris 1 ou 2 machines en test, aussi comme geste je pense, pour dire on croit en vous, on croit au projet, mais on va pas vous commander 100 machines pour commencer. Et par contre là on commence à avoir des grosses commandes parce que on a montré qu'on était en mesure de le faire et que les premiers retours aussi utilisateurs sont très bons. Et dès le départ, cette idée de pouvoir produire en France, c'était une chose très importante pour toi? Alors produire en France, oui, mais c'est produire localement. C'est-à-dire que moi je crois énormément à des modèles de supply chain locales et très robustes où les partenaires sont assez proches les uns des autres. Aujourd'hui on adresse un marché français et européen et donc en ce sens, oui, on voulait absolument produire en France. Et on voulait aussi avoir donc, la main sur la production et donc développer une boîte industrielle parce que on a baigné dedans pour certains, Maxime notamment, et c'est des choses qui nous animent et on aime aussi la richesse de la boîte qu'on a avec des profils du coup totalement différents entre les gens à la R&D, les gens à la production, les gens à la maintenance, les gens au marketing, au commerce et cette richesse-là d'entreprise et de profil, elle est inspirante pour nous, même de driver ces gens-là, c'est ultra inspirant pour nous et c'est ultra enrichissant. Mais le point, effectivement, de dire on parle beaucoup de réindustrialisation, Ouais. le fait d'avoir des brevets et de dire on veut aussi produire en France, ça c'était vraiment dès le départ une envie très forte. Ouais, c'était une envie forte de réindustrialiser la France, d'avoir une entreprise industrielle et d'avoir une entreprise avec d'être présent sur toute la chaîne de valeur pour maîtriser réellement tout parce que on se rend compte que il n'y a personne d'autre que nous qui sommes capables de développer la technologie telle que nous on la voit, de produire notre machine de la meilleure des manières, de la distribuer de la meilleure des manières. Et donc on croit énormément en ces modèles-là. Et donc qui dit modèle 100% intégré comme ça, dit aussi modèle industriel, qui pour moi crée aussi beaucoup de valeur quand on sait l'adresser. Et en fait c'est surtout la vision d'avoir la main, quoi, de se dire je ne dépends pas de quelqu'un d'autre et si c'est mal fait, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Qu'est-ce qui a été le plus dur à développer dans cette machine? Parce que tu as l'impression, à t'écouter, c'est bourré de techno, alors qu'à l'extérieur, on a l'impression que c'est un système simple. Ouais. Donc, qu'est-ce qui est quand même assez high-tech? Alors, le plus high-tech, on va dire, c'est quand même tout ce qui se passe dans le dôme de nettoyage, c'est-à-dire on envoie de la vapeur à l'intérieur et à l'extérieur du verre qui est encapsulé. Et en fait, il a fallu énormément travailler sur la partie fluide et sur le système en lui-même d'injection de vapeur à l'intérieur de tout ça. Et ensuite, ce qui est très complexe, en fait, c'est le monitoring de tous les éléments qui composent la machine pour arriver au final à nettoyer ce verre ultra rapidement, qui est la déminéralisation de l'eau, qui est un vrai sujet, qui est le chauffage de notre eau, comment on monitore une vapeur à 140 degrés et à 5 bars et à les maintenir dans des conditions qui sont toujours les mêmes. C'est sécher le verre, c'est être sûr qu'il y ait zéro fuite dans notre système, c'est gérer toute la partie automatisation. Donc aujourd'hui on pose son verre, il y a une reconnaissance automatique. Donc c'est toute cette gestion-là et le monitoring en temps réel de tous les éléments composant la machine qui fait qu'aujourd'hui on a juste à poser un verre et que tout se lance tout seul, qu'on a des capteurs partout. Donc c'est ça qui a été compliqué aussi parce que quand on met des sous-ensembles, on arrive à faire fonctionner des sous-ensembles très simplement. Par contre quand on les imbrique tous entre eux, il y a forcément des problèmes
de relation, quoi, voilà. Quand on les met ensemble, ils s'aiment pas trop au début, quoi. Voilà. Donc tu as dit qu'effectivement c'était du Made in France, mais c'est surtout sur donc, la R&D et l'assemblage qui est en France. Ouais. Mais sinon, tu t'approvisionnes donc principalement dans les pays européens. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta supply chain, qu'est-ce que tu achètes où, et quelle est la stratégie, si tu peux le redire, autour de ça? Ouais. Donc en fait, quand on crée un modèle industriel, on ne peut pas tout faire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'injection, on ne peut pas faire l'usinage, on peut pas créer tous les sous-ensembles, c'est impossible d'avoir la main sur 100% des composants. Il y a tellement de métiers dans l'ingénierie de produits qu'on fait des choix, donc nous on crée la machine, on fait la conception, et ensuite on a tout un réseau de partenaires, et ensuite nous on assemble toutes les pièces qu'on reçoit, on la teste, et ensuite on la livre chez nos clients. Donc dans ce réseau de partenaires, ce qui est intéressant, c'est qu'on doit mettre en place des process qualité, pour être sûr que quand on va assembler les machines, il y ait zéro problème. Et donc dans cette vision-là de mettre en place des process qualité et d'avoir finalement un produit ultra robuste, on a voulu avoir des partenaires chez qui on peut aller facilement, qu'on connaît, et on sait qu'on peut mettre en place aussi ces choses-là. Donc on a voulu créer une supply chain la plus locale possible. Donc on a beaucoup de partenaires français sur la tôlerie, sur l'assemblage de nos cartes électroniques, sur l'usinage. La partie injection, c'est une entreprise qui est franco-espagnole, mais les pièces sont injectées donc en Espagne. Mais on traite en français. C'est aussi ultra important d'avoir un relationnel très particulier avec ces fournisseurs qui en fait sont des partenaires. En fait, ça fait partie de l'entreprise, mais un tout petit peu en amont finalement nous de l'assemblage. Mais si eux sont pas bons, il est impossible de faire un bon produit derrière, quoi. Donc c'est là-dessus où on a essayé de créer ce réseau-là le plus local possible, pour qu'il soit le plus robuste possible. Et puis derrière, la vision, c'est si on adresse d'autres marchés en Asie, en Amérique du Nord, c'est de recréer une supply chain locale à ces endroits-là, pour réduire aussi l'impact de la logistique, l'impact carbone, et éviter que les pièces elles fassent 3 fois le tour de la Terre avant d'arriver chez un client, quoi. Par rapport à nettoyer donc un verre ou une tasse, est-ce que tu as mesuré l'impact environnemental? Est-ce que maintenant que ces machines existent et sont vendues, c'est quoi la problématique que tu règles et que tu dis dès le départ quand tu rencontres un client? C'est quoi? Vous allez économiser tant d'eau, tant d'énergie? C'est quoi? On a une approche, on a une double approche qui est de dire notre usage va embarquer les collaborateurs et la machine va être utilisée, ce qui est un des premiers points parce que il a envie que ça fonctionne. Donc on a validé l'usage avec nos clients et c'est le premier message qu'on leur donne. Et le deuxième message, c'est de leur dire oui, en effet, vous allez supprimer les gobelets jetables. C'est une machine qui marche, ouais, c'est magnifique. Ça, ouais. Vous allez supprimer les gobelets jetables. Et pour ceux qui sont déjà passés sur des mugs ou des choses comme ça, vous allez avoir un nettoyage qui est beaucoup plus écologique. Donc, c'est important d'avoir quand même quelques chiffres en tête. Aujourd'hui, un lave-vaisselle, c'est 900 Wh quand on l'utilise. C'est environ 9-10 litres d'eau. Nous, on arrive sur un périmètre équivalent si on remplit son lave-vaisselle. Avec notre machine, on arrive à être 6 fois moins énergivore, donc en termes d'impact carbone, de kilogrammes équivalent CO2 qu'un lave-vaisselle. Pourquoi? Parce qu'on nettoie qu'un seul type de verre et qu'on a finalement développé notre technologie de nettoyage sur un seul contenant, ce qui nous a permis de rendre d'avoir le nettoyage le plus juste possible, puisqu'on sait exactement ce qu'on nettoie. Donc c'est ce qui nous permet, nous, d'être beaucoup plus écologique qu'un lave-vaisselle. Et on retrouve, donc ça, il faut savoir que c'est environ 30% des nettoyages qui se font au lave-vaisselle pour des tasses et des mugs en entreprise, et encore énormément se font dans les toilettes ou dans des petites cuisines aménagées, où c'est le liquide vaisselle, l'éponge qui est souvent très sale et qui ne donne pas envie aux gens de le nettoyer, et c'est du coup une consommation d'eau assez importante quand on nettoie à la main. Donc la moyenne, c'est entre 2 et 3 litres d'eau, selon les études qui ont été réalisées là-dessus. Et là, pareil, on arrive à être là, pour le coup, 15 fois
plus écologique qu'un nettoyage à la main, parce que les gens ne font pas attention aujourd'hui. Alors, bien évidemment, ceux qui utilisent l'eau des pâtes et qui nettoient pas beaucoup, ça peut être intéressant de nettoyer à la main, mais nous, on apporte beaucoup de pédagogie sur le fait de ne pas confondre la sobriété et le côté archaïque des choses. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont l'idée que nettoyer à la main, c'est le plus écologique parce qu'on utilise de l'huile de coude, parce que c'est contraignant de nettoyer à la main. En fait, on utilise de l'eau chaude, qu'il faut la chauffer, donc on utilise de l'énergie, il y a un cumulus, il y a du produit chimique, il a fallu fabriquer l'éponge, et au final, l'impact, il n'est pas bon parce qu'on n'est pas du tout sobre quand on nettoie un verre à la main, quoi. Et vous nettoyez qu'à la vapeur ou vous mettez des produits aussi à l'intérieur Non. de votre eau? Donc nous, on nettoie que à l'eau. Alors en fait, c'est un mix entre de l'eau et de la vapeur. Pourquoi? Parce qu'on a quand même besoin d'énergie mécanique. Et donc pour ça, on a un mix de vapeur et d'eau, mais on n'utilise que 2 centilitres d'eau par nettoyage, et c'est uniquement ce dont on a besoin. On a besoin de 0 produit chimique. La vapeur dans ces conditions-là, c'est-à-dire une vapeur à 140 degrés sous une certaine pression, permet de venir désinfecter et désencrasser facilement, parce qu'il y a une propriété chimique à la vapeur qui est assez particulière, puisque c'est une vapeur qui est surchauffée, et au moment où elle va rentrer en contact avec le verre, elle va se retransformer en liquide, et donc elle va réussir à capter tout l'encrassement de par on va dire cette propriété physico-chimique, et c'est ce qui permet, sans produits chimiques, de venir désencrasser un verre, ce qui est assez incroyable. C'est beau la nature. Ouais. Alors après, vous avez quand même la contrainte que vous avez un verre et pas plusieurs contenants. Ouais. C'est un des choix qu'on a fait au début, qui n'était pas simple. En tout cas, on s'est posé la question beaucoup de fois, est-ce que ça ne va pas être un frein à l'adoption de ce genre de technologie? On s'est rendu compte que finalement la standardisation était présente dans nos vies déjà, et qu'en entreprise aussi il y avait de la standardisation. Moi à l'époque chez L'Oréal, quand je prenais un café, on avait tous les mêmes gobelets jetables, et pourtant les gens buvaient tous dans ces gobelets jetables là, et donc forcément la standardisation était un sujet si on allait adresser le marché du particulier, parce qu'il fallait lui dire de changer toute sa vaisselle. C'était un peu compliqué, c'était pas du tout notre approche d'ailleurs. Par contre, dans un marché entreprise, où les gens consommaient soit déjà des gobelets jetables, ou alors se voyaient offrir tous le même mug, la standardisation et l'unique contenant n'étaient pas un sujet. Par contre, il fallait que ce contenant soit le plus adapté possible et le plus cohérent. C'est pour ça qu'on a pris un verre, parce qu'on s'est rendu compte qu'on voulait offrir la possibilité aux gens de boire du café, du thé, mais aussi de l'eau, et que la transparence était ultra importante, notamment pour l'eau, où les gens n'aiment pas boire dans des contenants opaques. Et on est parti aussi sur un verre avec des formes très particulières, pour faciliter notre fluide de nettoyage et éviter des zones de rétention qui sont des zones où un peu des nids à microbes ou à bactéries. Donc on a redesigné un verre, et on a travaillé avec Bodum sur ce verre-là, qui était déjà sur leur marché, qu'ils ont pu développer auparavant, mais nous avec des contraintes de dimension bien spécifiques. Donc votre marché, c'est aujourd'hui exclusivement les entreprises? Ouais, entreprises, coworking, lieux publics, hôtels. Ouais, aujourd'hui, c'est le marché qu'on adresse. Et derrière, on se développera sans doute sur d'autres marchés. Mais ouais, c'est le premier marché qu'on a adressé, qui finalement qui est assez énorme, parce qu'il y a le marché français, mais c'est le marché européen puis mondial. On était aux États-Unis, on peut largement aller adresser ce marché-là avec notre machine, quoi. Donc les premiers clients, on peut citer les noms ou pas, ceux qui vous ont fait confiance, et ouais, comment ça dans les évolue premiers aujourd'hui? clients, on a Kering, on a Engie, on a L'Oréal, on a Bayer, on a Alliance, UPSA, Galeries Lafayette. On a beaucoup de grandes entreprises aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est des entreprises qui se transforment déjà beaucoup sur ces aspects-là. Et puis, on adresse quand même un marché pour les entreprises de plus de 50 salariés, parce qu'on est sur un modèle de location à 180 € par mois, et qu'on arrive à vendre
et c'est notre vision, c'est de dire le nettoyage ne doit pas coûter plus cher que le réutilisable, et ça devient intéressant pour des populations de plus de 50 personnes financièrement. Et on arrive à être au même prix qu'un gobelet jetable, mais en dessous de 50 salariés, forcément le coût à l'utilisation devient de plus en plus important parce qu'on a, nous, un modèle de location à un prix fixe. Et donc c'est pour ça qu'on adresse beaucoup de grandes boîtes aujourd'hui, aussi parce que ça nous permet de placer beaucoup de machines en lancement chez ces clients-là, et que nous, ça nous permet de réduire nos frais de maintenance. Et pour un lancement, pour avoir un bon service, etc., c'était la stratégie la plus adaptée. Par contre, on réfléchit beaucoup déjà à comment on va pouvoir adresser le marché des plus petites entreprises avec un business model peut-être un peu différent, où là, ça ne sera plus un forfait fixe, mais ça sera un forfait variable en fonction du nombre d'utilisations. Et du coup, de vendre un coût par nettoyage de l'ordre de 3-4 centimes qui sera toujours en adéquation avec le coût d'un gobelet jetable en carton pour que finalement le switch d'une solution écologique versus une solution moins écologique soit simple à réaliser. Moi, je pense que on parle d'écologie, etc., c'est top, mais si ça coûte plus cher, si c'est beaucoup plus contraignant, etc., l'homme a du mal à switcher quand même. Et c'est en ça où nous, on veut créer une solution qui soit pas contraignante du tout, qui soit ludique, qui soit simple, rapide et financièrement viable aussi. Et en ce sens, les gens choisiront cette solution encore plus simplement si elle est écologique. Mais si derrière on n'est pas bon sur tout le reste, les gens ont du mal à faire le switch. Un des exemples marquants que moi j'ai eu, c'est les produits bio. Tout le monde a envie en fait de consommer des produits bio, pourtant ça représente que 6% du marché de l'alimentaire. Parce que ça coûte 20% plus cher que le non bio et qu'aujourd'hui, quand on fait ses courses, il y a le portefeuille qui parle quand même. Donc je pense que c'est des éléments quand même à avoir en tête quand on fait ce type de produit, et de se dire qu'on ne peut pas le vendre 3 fois plus cher parce que c'est du Made in France et que c'est plus écologique, quoi. Et comment tu as réussi à rentrer dans tes frais? Parce que donc toi, comment dire, c'est le gobelet en carton. Le gobelet en plastique, il est encore moins cher, hein. Mais il est interdit. Le gobelet en plastique est interdit maintenant, donc il est encore moins cher, mais il est sorti du jeu, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui a remplacé le gobelet en plastique, c'est le gobelet en carton, mais qui lui, d'ailleurs, a une fine couche de plastique pour faire l'étanchéité. Donc c'est pas une solution incroyable du tout, et donc c'est ce qu'on combat via notre solution. Ouais. Et comment tu as réussi donc, à rentrer? Enfin, je veux dire, c'est assez incroyable d'être arrivé à développer un modèle économique qui soit moins cher que les produits existants. On revient aussi sur, je pense, la beauté du modèle industriel, qui est à partir du moment où on fait sa R&D, on développe le produit, on fait la production. En fait, on a une vision globale de notre PNL, finalement, de notre bilan de notre résultat. Et on sait où est-ce qu'on doit optimiser les choses pour devenir financièrement viable. Et on a aussi cette vision que le produit, il est en location, il est chez un client pendant 4 ans ou 3 ans. C'est aujourd'hui les moyennes d'engagement de nos clients. Mais derrière, ce produit-là, il va continuer de vivre. On va le reconditionner. Et en fait, le modèle de la location, mais sur 15-20 ans, il est viable. Il est viable, et cette machine-là, il va falloir qu'elle ait une seconde vie, puis une troisième vie, et qu'elle voit plusieurs clients. Mais ce modèle-là, il tient largement la route, et c'est là où on vient concurrencer finalement le modèle du Made in China, qui va durer 1 an ou 2 ans, qu'on va mettre à la poubelle. Mais par contre, avec un prix facial chez Darty ou la Fnac qui est très très faible, qui va attirer le chaland, mais qui au final, sur du long terme, il est écologiquement aberrant. Quand tu parles de ta machine, j'ai l'impression que ça serait presque un produit qui aurait pu être développé en Allemagne, tellement justement il y a cette idée de robustesse, de durabilité, de faire durer, de faire de la qualité. Et donc ça, j'aimerais que tu m'en parles, et puis associer effectivement à cette logique d'économie circulaire. Est-ce que vous l'avez eu dès le départ, de dire qu'effectivement on vend un usage et pas un produit? Ouais, c'est évident, et c'est là aussi où, dans notre modèle, on fait de la maintenance de notre produit, et clairement, si on ne fait pas un produit qui est robuste,
en fait, on va le payer derrière puisqu'on fait nous-mêmes notre maintenance. Donc, si les produits, on les achète pas bien et qu'ils tombent en panne toutes les semaines, on va envoyer des techniciens, ça va nous coûter extrêmement cher. Donc, d'où l'intérêt de créer un modèle, enfin une machine la plus robuste possible dès le démarrage. Et en fait, on va gagner aussi financièrement en ayant le moins de maintenance possible. Et puis pareil, sur la location, c'est ce qu'on vend aux clients en disant on garde la main sur la machine. On n'a aucun intérêt à faire une machine qui va tomber en panne tout le temps, puisqu'on ne vous la vend pas. Donc ce modèle aussi de la location était le modèle pour nous le plus vertueux. Ouais. C'est super, super intéressant. Et l'image de l'Allemagne, est-ce que tu penses qu'en France, on peut se créer une nouvelle image parce qu'on part de tellement loin. Enfin, nous, on est le pays qui a le plus désindustrialisé au monde, des pays de l'OCDE. Et puis, face à l'Allemagne, où justement, ils ont une image incroyable, nous, c'est un peu bancal. Est-ce que tu penses qu'il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs comme toi qui peuvent inverser la tendance? Bah, je pense il va falloir du temps, notamment parce que sur ces modèles-là, on se rend compte qu'on a besoin d'argent et que franchement, le modèle d'investissement en France n'est pas encore assez développé sur le hardware et sur l'industrie, à mon sens. On le voit d'ailleurs avec toutes les licornes là, qui sortent en ce moment, qui sont sur des modèles software SaaS en grande majorité. SaaS? Donc c'est Software as a Service. C'est beaucoup d'entreprises là qui ont levé des millions d'euros et qui du coup sont valorisées à plus de 1 milliard, sont des entreprises de software et non de hardware. Et donc on a un écosystème d'investisseurs qui n'est pas très habitué à ce type de boîte. Et donc c'est difficile de financer ce type de projet et donc c'est difficile de transformer, je pense, aujourd'hui le modèle français encore. Je pense que ça va venir. Les États-Unis sont bien meilleurs d'ailleurs là-dessus. Ça va prendre du temps, mais on est là aussi pour ça, en montrant que des gens qui le font bien et créent des entreprises avec énormément de valeur. Et du coup, ça va, je suis certain, amener d'autres à le faire. En tout cas, c'est la vocation qu'on a. Et quitte à même d'ailleurs un jour nous porter aussi ces valeurs-là et créer notre propre fonds d'investissement pour développer des entreprises hardware. Je ne sais pas, mais ouais. Mais je pense honnêtement qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Ouais. Ça a été difficile pour toi de lever des sous? Ouais, c'était compliqué, ouais. Parce que les gens ne connaissent pas bien, ça fait peur, parce que c'est très complexe, parce que c'est beaucoup de temps et beaucoup d'investissement financier, avec une prise de risque qui est bien plus importante que, comme je le disais, des boîtes de software, où aujourd'hui on a besoin d'un développeur, d'un ordinateur, et il développe une application, ou il développe la plateforme, et s'il y a des modifications à faire, on le fait directement depuis son ordinateur, et ça demande un peu moins d'argent en termes de développement, et du coup on se confronte beaucoup plus vite au marché, et donc ça les rassure. Par contre, à mon sens, la barrière technologique ou la barrière à l'entrée, elle est beaucoup plus faible, et il y a beaucoup de concurrents qui peuvent arriver avec un produit assez similaire au final, alors que, à contrario, nous on a déposé des brevets, on a aussi capitalisé sur des équipes, sur un modèle industriel avec des machines, etc., qui font que, à mon sens, moi je préfère davantage, enfin ça me sécurise davantage de développer ce type d'entreprise que de développer une entreprise sur du software. Mais je ne suis pas investisseur, quoi. Donc c'est différent. Voilà. Mais tu sens que effectivement ils sont pas trop habitués. Non, ils sont pas trop habitués, ils connaissent pas bien, donc ça leur fait peur. Et donc c'est comme tout, hein, les choses qui nous font un peu peur, on regarde un peu de loin. Et donc oui, ça n'a pas été simple. Mais c'est aussi, je pense, une des barrières à l'entrée, c'est de convaincre des gens, de leur montrer qu'on est capable de le faire et que ce modèle-là qu'on a créé, il est possible. Et on a quand même réussi à le faire. Donc c'est possible, mais par contre, c'est dur. Ouais.
Et tes investisseurs, est-ce qu'ils ont une dimension éthique? Est-ce que c'est du social business? Nous, donc, on a fait une première levée avec plutôt des proches et des amis. Donc là-dessus, c'était pour mettre un petit peu, pour lancer l'aventure. Et ensuite, on a fait entrer la Maïf, avec un fonds Maïf Impact qui est entré, qui a cru au projet. Et oui, ça reste un fonds Impact et je pense que c'est là-dessus qu'on a réussi à capitaliser. C'est de raconter plutôt l'histoire de la vie, de la boîte et de la mission, plutôt que des investisseurs un peu plus institutionnels ou sur du hardware, quoi. On est rentré vraiment via la porte Impact et entreprise à mission. Et est-ce que les investisseurs jouent le jeu? Parce que je vois que tu as une approche très, très holistique, de ne pas être trop gourmand et d'avoir un retour sur investissement qui reste absorbable. Ou pas? Ou est-ce qu'ils sont quand même gourmands et demandent du 10-15%, ou ils restent... Là-dessus, je pense que nous, en tout cas avec la Maïf, ça s'est extrêmement bien passé. Et en effet, ils n'ont pas, comme ils appellent leurs investisseurs, puisqu'un fonds, finalement, c'est des investisseurs qui mettent de l'argent dans ce fonds-là, et ces investisseurs attendent des retours sur investissement. Là, la Maïf, c'est différent, puisque c'est la Maïf qui met directement l'argent dans son fonds de Maïf Impact, avec, pour le coup, un retour sur investissement qui peut être bien s'ils le font, mais ce n'est pas une nécessité vitale pour relever de l'argent sur leur fonds et continuer de faire vivre le fonds. C'est d'ailleurs ce qui nous a beaucoup plu dans cette approche-là. On va voir, nous, sur les prochains tours de table qu'on va pouvoir faire, si on arrive à rentrer dans cette démarche-là. Bon, il faut quand même être pas dupe sur le fait que clairement, même s'il y a des investisseurs à impact, même si on est sur un modèle financièrement viable, il va falloir quand même leur montrer que financièrement on délivre et qu'ils vont faire, comme ils disent, leur TRI sur 4-5 ans. Bon, je pense que là-dessus, pareil, ça va mettre quand même du temps à se transformer. Mais est-ce que c'est une dimension importante pour toi, justement, d'avoir cette répartition éthique du retour de l'investissement et de la répartition de la richesse créée? Bah, c'est évident que nous, on regarde quand même beaucoup les fonds à impact ou des fonds qui ont des politiques qui nous parlent en termes d'investissement et de comment l'argent est utilisé, dans quelle boîte aussi l'argent est mis à côté de la nôtre. Après, je pense qu'il faut aussi se dire que la boîte qu'on est en train de développer, elle, a un impact et qu'il faut être le plus cohérent possible, mais tout ne peut pas être parfait, quoi. Et je pense que c'est d'ailleurs le cas voilà, il y a des composants, des composants électroniques qui viennent de Chine. À la base, j'aurais voulu une machine faite 100% en Europe, avec que des composants en Europe. C'est impossible en fait aujourd'hui avec la mondialisation. Mais par contre, je me dis que dès qu'on pourra le faire, et si on peut le faire, on le fera. Et en fait, il faut aussi avancer comme ça, étape par étape. Et pareil, je pense que sur les investisseurs, si on peut trouver que des investisseurs éthiques, qui récupèrent de l'argent d'entreprises qui sont aussi éthiques, et bah tant mieux, mais trouver que des gens comme ça peut être un frein à notre développement. Et nous, on croit énormément au fait que notre développement va permettre justement d'enrichir le système au global et de véhiculer cette mentalité-là. Donc c'est aussi un peu le serpent qui se mord la queue si on décide de faire que dans un cercle restreint, si on veut le transformer rapidement. Mais tu n'auras pas perdu ton âme un jour s'il y a des grands fonds vautours qui viennent investir dans Home? Non, bien évidemment, hein, même je ne suis pas sûr que ça matcherait, tu vois, mais je dis juste qu'il faut trouver de la justesse, quoi. En tout cas, moi, je ne suis pas un extrémiste là-dessus. Il faut être dans la justesse, se dire qu'on va avoir un fonds vautour qui va rentrer, etc., qui va taper la valo et qui va dire qu'il faut réduire, tout faire en Chine pour réduire le coût de la machine encore, augmenter nos marges. Non, on ne le fera pas, ça c'est évident. Après, se dire qu'on va aller que vers des entreprises qui sont 100% transparentes et où on sait tout ce qu'ils font et c'est parfaitement adapté à notre ADN. Idéalement, je te dirais oui, bien évidemment, je veux travailler qu'avec ces gens-là, mais aujourd'hui, ça reste... j'avancerais pas aussi vite si je faisais ça, quoi.
Est-ce que tu vas garder la main longtemps sur les décisions de la boîte et est-ce que tu as un jour peur de te faire débarquer? Peur, non, j'ai pas peur. Après, je pense que de toute façon, c'est comme dans tout métier. En fait, il faut continuer de faire ses preuves continuellement. Et c'est enfin, à partir du moment où je serai la bonne personne pour le faire, je resterai maître, je pense, de mes décisions au maximum. Même si, de toute manière, même aujourd'hui, si on est majoritaire, il y a toujours... on n'a pas la main sur tout de toute manière. Non, je pense qu'il faut se remettre en question, pas avoir peur de ça et de se dire si vraiment on est bon au quotidien, qu'on drive les équipes comme elles doivent être drivées, qu'on crée ce qu'on est en train de... Enfin, qu'on continue de créer ce qu'on est en train de créer avec cette même dynamique, etc. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. T'es encore majoritaire ou pas? On est, enfin, les 4 Les cofondateurs, on est D'accord. encore majoritaires. Ok. Est-ce que vous avez des concurrents? Ouais, on a forcément des concurrents. Alors, on a beaucoup de concurrence indirecte. Comme je l'ai expliqué, ça va être le lave-vaisselle classique, finalement le robinet, et puis les gobelets jetables. Et ensuite, on a des concurrents sur le monde de l'entreprise avec une approche de nettoyage un peu différente, qui est plutôt une approche de rinçage d'ailleurs, comme on retrouve dans les bars. Donc il y a quelques entreprises qui se développent avec des petites machines qui sont raccordées à l'eau, où on vient juste poser son verre, appuyer, et puis on a de l'eau qui sort et qui rince le verre. Donc c'est du rinçage. Et on a aussi tous les modèles de consignes et de collecte, où là en fait c'est des gobelets réutilisables type EcoCup qui sont stockés et qui sont récupérés, envoyés dans des centres de nettoyage, nettoyés et remis chez les clients. Donc ça, c'est un peu les deux modèles qu'on trouve sur une concurrence un peu plus directe, qui sont des modèles qui sont intéressants, mais sur lesquels nous, on arrive à énormément se différencier, quoi. Et alors les retours des premiers clients, quels sont-ils? Les retours, ils sont géniaux parce que déjà, on se rend compte que les gens savent utiliser la machine quasiment instantanément. On n'a pas besoin de leur expliquer 50 fois, et ça a été un de nos modèles, qui est de dire je pose mon verre, je remplace l'usage unique par le geste unique. Il y a quelque chose d'extrêmement simple et d'universel, et donc ça marche très bien, et c'est quand même une très bonne nouvelle. Là où nous, je pense qu'on doit aller encore plus loin sur la communication, c'est expliquer pourquoi le nettoyage est vraiment écologique, le fait d'utiliser très peu d'eau, pas de chimie, le fait d'avoir ce modèle-là industriel, une supply chain, une logistique locale. Tout ça fait qu'on ne peut pas envoyer 10 000 messages en 30 secondes avec une machine, donc on s'est focalisé sur le fait que déjà elle soit utilisée. Et l'étape 2, c'est de communiquer encore davantage sur pourquoi ce nettoyage-là est le meilleur et le plus écologique. On le fait déjà via de la communication interne, des vidéos, etc. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin via une expérience qu'on va vendre aussi à l'utilisateur, où il pourra voir directement sur la machine, alors via un QR code ou autre, parce qu'on n'avait absolument aucune envie d'avoir un écran LCD avec des terres rares, etc. Mais il pourra voir comment la machine a été fabriquée, d'où viennent les composants, qui l'a assemblé, puisqu'aujourd'hui nos machines sont assemblées par un monteur, c'est une machine égale un monteur, donc avoir l'histoire du monteur, la ligne de production, combien la machine a utilisé d'eau, combien on a économisé, etc. Et c'est d'avoir aussi d'apporter cette pédagogie aux utilisateurs pour continuer de les embarquer et de le faire avec transparence et optimisme et ouais, pas mal de pédagogie pour transformer aussi les mentalités. Et vous allez automatiser un jour votre ligne de production ou pas? Ou ça sera toujours fait à la main, mais un peu plus cher? Alors là-dessus, c'est évident, on n'arrivera pas à automatiser 100% de toute manière, c'est pas notre vision, ça doit être un mixte en fait. Aujourd'hui, il faut savoir que rien n'est automatisé, et donc sur une machine, c'est 7 heures de production, il faut se dire que 60% de son temps, c'est du déplacement dans le magasin pour récupérer les pièces, etc. Ça doit être automatisé, parce qu'il n'y a aucun intérêt à ce qu'il passe 60% de son temps à se déplacer. C'est plutôt l'intérêt, c'est que les pièces viennent à lui. Par contre, il faut que les 40% de création de valeur et de technicité de l'assemblage, ça soit 100% en fait de son temps de travail, quoi.
Donc en fait, c'est plutôt comment on arrive, via de l'automatisation, à créer un poste de montage à forte valeur ajoutée, quoi. Pourquoi vous avez trouvé le nom Home, qui sonne très bien, et du reste, tout à l'heure, tu as dit Home. Alors, comment ça se prononce? Les deux, en fait, on n'est pas... Non, en interne, c'est Home. Après, j'ai pris l'habitude de dire Home aussi beaucoup au téléphone ou autre pour que les gens visualisent le mot beaucoup plus simplement. Donc Home, c'est l'acronyme de Arrêtons l'usage unique maintenant. Et c'est aussi une syllabe qu'on retrouve dans le yoga. C'est une syllabe sanscrite qui est le son originel au moment de la création de l'univers. Donc c'est une sorte de résonance qu'on trouvait belle entre justement comment, malgré le fait qu'on produise un produit, comment on arrive à créer de la résonance avec les humains, mais aussi la nature. Et c'était vraiment l'idée de base de créer cette réutilisation, mais tout en prenant soin de nos ressources. Et donc c'est de là que vient aussi donc, cette double signification du mot home. Voilà. Alors on ne le dira pas, mais moi je sais qu'au départ c'était pas ça. Mais vous avez trouvé un acronyme qui permette effectivement faire vivre le logo et raconter une belle histoire. Par rapport aux clients, donc les premiers retours sont excellents. Donc ça fait, je suppose, boule de neige, c'est-à-dire que vous en commandez, enfin tu disais qu'ils t'ont commandé quelques machines et puis là maintenant ils sont passés de 2 à quoi, à 100. Comment ça se passe alors maintenant? Bah, c'est ce qu'on appelle l'upsell, donc c'est la vente additionnelle qu'on peut faire chez un client déjà existant. Les bons messages qu'on a, c'est depuis les livraisons. Là, on a un exemple, c'est le groupe Kering qui avait pris 2 machines en test pendant 4 mois. Enfin, ça fait 4 mois qu'on a installé les machines. C'est d'ailleurs chez eux qu'on a installé les premières. Et là, on vient de signer 33 nouvelles machines chez eux pour 4 sites différents. Donc c'est un message qui est ultra positif, qui est de dire on a installé des machines chez eux, ils sont satisfaits, les collaborateurs l'utilisent, ça fonctionne bien et du coup bah, ils installent cette solution sur d'autres sites. Donc c'est l'étape là, l'étape de 2022, c'est justement d'aller continuer à aller chercher ces nouvelles commandes chez ces clients existants et puis d'aller chercher des nouveaux clients. Ouais. Et quels peuvent être les nouveaux clients? Toute entreprise de plus de 50 personnes, j'ai bien noté. Voilà, c'est ça. Bon, on a beaucoup de demandes en cours. Après, ça prend toujours du temps de signer des nouveaux clients là. Mais ouais, on a plus de 1000 machines dans notre pipeline commercial qu'il va falloir signer sur cette année. Ouais. Mais c'est l'objectif d'ailleurs de 2022, c'est d'avoir un parc de 1200 machines à la fin d'année. Ouais. Et donc principalement auprès de clients français ou européens, et un jour tu es allé à Las Vegas, ça pourrait être aussi vendu aux États-Unis avec une production locale, je l'ai bien noté. Oui, alors aujourd'hui quasiment 100% français, on a quelques machines en Suisse et on va ouvrir de plus en plus le marché de la Suisse qui est un marché avec une forte appétence aussi pour le réutilisable, des déchets qui sont énormément taxés donc qui font que le prix du gobelet jetable est beaucoup plus élevé et du coup notre machine même financièrement elle est encore plus cohérente là-bas. Donc ouverture de ces marchés-là, Benelux aussi. Et ensuite, c'est adressé le marché européen dès 2023 avec le UK, l'Allemagne, plutôt des pays nordiques avec cette culture quand même de la réutilisation, c'est clair. Et puis, oui, marché nord-américain qui commence à se transformer, même si là-dessus, sur on va dire le côté un peu plus écologique, ça va mettre un peu plus de temps. Mais comme je le disais, on a la chance d'avoir un usage qui est ultra parlant et qui, pour le coup, leur plaît beaucoup et sur lequel on va pouvoir capitaliser pour aussi changer les mentalités là-bas. Le Canada, par contre, est beaucoup plus avancé, donc ça serait pareil, objectif mi-2023, d'ouvrir plutôt des villes comme New York et Montréal. Est-ce que tu as peur qu'un jour il y ait du plagiat et qu'il y ait de la contrefaçon, notamment du côté des Asiatiques ? Non, en fait, on se dit que si un jour ça arrive, c'est plutôt une bonne chose, quoi, au final. Et c'est là aussi où nous, dans la culture de boîte, c'est continuellement innover dans ce qu'on fait, dans des technologies encore moins énergivores
c'est d'avoir toujours cette avance en termes, un, de techno, deux, de marque, de visuellement, en fait, de ce qu'on vend et de l'assurance que peuvent avoir les utilisateurs envers notre technologie, envers notre machine, envers l'entreprise, qu'on doit travailler sur le fait d'être une entreprise responsable, une entreprise à mission qui fait des bons choix, qui font, selon moi, même s'il y a des gens qui vont arriver et on va forcément donner à avoir des concurrents directs, d'avoir créé cette boîte qui est inspirante pour tout le monde, qui font que les gens vont continuer de nous faire confiance et de travailler avec nos solutions. Alors donc aujourd'hui, donc effectivement, la machine est vendue aux entreprises de plus de 50 personnes. Vous avez t'as en tête de la vendre aussi avec des entreprises moins importantes. C'est quoi les prochaines étapes en termes de marché et puis ensuite de développement de produits? Ouais. Et si tu pouvais nous parler de ta feuille de route, puisque tu as dit que tu savais globalement que ça te prendra plus de temps, mais tu savais déjà ce que tu voulais faire. Hein. Bah, comme je l'ai dit, hein, c'est la base de la boîte, c'est la réutilisation. Il y a plein de choses qu'on peut réutiliser. Aujourd'hui, on commence à adresser le marché du vrac et de la consigne sur d'autres types de contenants comme les bouteilles, les lunchbox. Et pour moi, il y a énormément de choses à réaliser sur ces marchés-là, notamment avec tout ce qui est restauration collective, restauration rapide, aussi food delivery, comment on arrive à retirer tous les emballages en fait. Et comment, du coup, on arrive à créer des emballages réutilisables que nous, on va pouvoir nettoyer directement sur le lieu de consommation pour couper aussi toute la chaîne logistique. Pourquoi on souhaite adresser ces marchés-là? Parce qu'aujourd'hui, sur ces marchés, les modèles qui existent, c'est je mets à disposition des contenants et ces contenants-là vont être nettoyés, mais dans un tiers-lieu, dans une usine de nettoyage. Et ça veut dire beaucoup de logistique, un nettoyage qui, lui, n'est pas très écologique. Et du coup, le business model de la réutilisation ne fonctionne pas. Et donc la vision que nous on a, c'est de finalement ce nettoyage de ne pas l'externaliser, mais de le mettre directement sur le lieu de consommation, le lieu de refill, de re-remplissage du contenant, et du coup de couper tous ces frais logistiques là, ces frais de nettoyage externalisés, et du coup de rendre le modèle viable. Donc il y a ce modèle-là du retail qu'on souhaite adresser, comme je l'ai dit, food delivery, restauration rapide et collective, avec des contenants qu'on va nettoyer, et ensuite adresser le marché un peu plus B2C avec des biberons, avec des bouteilles, pour aussi accompagner, je pense, tout le changement de mentalité, notamment sur l'arrêt des bouteilles en plastique, et sur lequel nous on souhaite aussi aller par la suite, avant d'attaquer le marché des panneaux solaires. Que je disais, non mais ça c'est pas tellement dans notre ADN, mais en tout cas je suis sûr qu'il y aura plein d'opportunités à des moments donnés de développement de produits sur lesquels on pourra apporter de la cohérence aussi écologique. Je disais un panneau solaire, je crois, je reste là-dessus, mais ça m'avait marqué, il peut perdre 20% de rendement quand il n'est pas nettoyé parce qu'il y a plein de particules qui se posent dessus. Et en vrai, si on arrive à créer un système où on utilise très très peu d'eau, où on arrive à nettoyer quasiment en continu ce panneau solaire-là, et qu'on arrive à gagner 20% de rendement sur tout le parc solaire mondial, pourquoi pas, tu vois. Le truc peut être cohérent, même si à la base on était sur de la réutilisation, mais en tout cas c'est quelque chose qui pourrait me parler, quoi. J'ai pas compris par rapport donc aux contenants alimentaires et pas que les breuvages. Si tu démarres par rapport à des chaînes de fast-food par exemple ou des restaurants, Ouais. C'est-à-dire que tu vas chez McDo, tu prends un plat, tu l'embarques, il te le nettoie directement sur place et quand c'est livré, comment tu fais? Et après, est-ce que c'est parce que tu achètes? Parce que moi j'aime bien l'idée d'aller au marché, Ouais. d'aller dans des boutiques de vrac ou des boutiques bio. Ouais. Comment tu fais par rapport à ça? Bah, en gros, c'est le modèle de la consigne tel qu'on le voit en Allemagne sur les bouteilles. Je vais en magasin, je récupère un contenant qui est consigné, qui est rempli, ou que je remplis moi-même, que je ramène chez moi, que je consomme, et ensuite quand je reviens en magasin, je le remets en magasin. Ce contenant-là, donc moi je récupère ma consigne, ce contenant-là est nettoyé directement dans le magasin et est remis
en arrière-boutique ou autre pour être reconsommé. Ou alors c'est mon contenant, je le garde, mais au moins il est renettoyé, je peux le remplir directement. Et ça peut même adresser des petits commerçants de marché, parce que ça, je trouve ça vachement intéressant, alors que sinon, après... Ouais, un jour, il y aura peut-être plein de modules de nettoyage en ville. Aujourd'hui, il y a des poubelles, demain, il y aura des machines de nettoyage ou de remise à disposition de contenants pour, sans doute, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on espère, voilà. Mais oui, je pense qu'on a encore du mal à switcher, à se dire que ça va être possible parce qu'on est tellement habitué à ce modèle-là qui perdure depuis plus de 100 ans de jeter. Mais demain, et c'est ce que dit la loi AGEC, il n'y aura plus d'emballage jetable en 2040. Forcément qu'il va se passer des choses sur ce marché. Je te sens quand même heureux. Est-ce que c'est le cas ou pas? Ouais, heureux de l'aventure, heureux de la tournure des événements et puis heureux de voir que ça continue de prendre forme et que on recrute des gens, que les gens sont heureux d'être là et au-delà du projet, de la mission de la boîte, ce qui moi me rend heureux, c'est l'aventure qu'on vit avec les gens dans la boîte, quoi. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Et quelles sont les plus belles surprises auxquelles tu t'attendais pas? Qu'est-ce qui a été le plus dur? Je pense que c'est le temps, en fait. C'est le fait que ça soit long, tout soit trop long pour moi. Je suis peut-être un peu impatient. Ça, c'était le plus dur à gérer, c'est cette impatience-là et cette frustration de toujours devoir attendre. Et après, ce qu'il y a de beau, c'est ça, c'est l'aventure, c'est le fait d'être... Aujourd'hui, on est 38 dans la boîte, d'avoir des profils totalement différents, mais on a aujourd'hui, aucune personne n'est partie de la boîte. Donc c'est aussi une belle réussite et c'est là-dessus où j'ai envie de continuer de rencontrer des nouvelles personnes et de les fédérer autour de ce projet. Super, merci beaucoup Clément, c'était super intéressant. Merci. Chamengo.